Donc, allons au vif du sujet. Je vais vous parler donc de ChatGPT. Je vais utiliser le terme GPT parce que je pense que c'est le plus international, même si on prononce en français ChatGPT. Il appartient aux IA génératives. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que les IA génératives. Et ChatGPT, en fait, donc là c'est le sommaire, donc je passe un petit peu dessus. C'est en fait l'acronyme de chat. Donc je vais aussi expliquer ce que c'est que chatter et chatting, qui est en fait l'élément principal qui permet de dire qu'aujourd'hui on est dans le monde grand public. Parce que chatter aujourd'hui c'est très naturel pour chacun d'entre nous. Et donc il s'agit de générative. Donc je viens d'expliquer ce que c'était je viens d'indiquer ce que c'était que générative, mais c'est surtout du pré-entraînement sur un modèle de langage naturel ou de traitement de texte qui est les transformers. Ça aussi, je vais un petit peu expliquer ces genres de choses. Alors, quand on parle d'IA générative, il faut savoir qu'il y a trois types d'éléments qui font intervenir au niveau des aspects cognitifs. C'est évidemment le langage, donc on parle de texte, mais il va y avoir aussi des aspects de son. Donc, on va essayer d'aborder aussi très rapidement, puisque le sujet c'est ChatGPT, un peu les générations de sons et aussi les générations d'images. Et en fait, tout ça est un peu lié. Alors, pour commencer, pour que tout le monde soit au même niveau, en fonction des pouces levés, des pouces vers le bas, on va expliquer déjà ce que c'est que cette interface de chatting ou d'échange par texte. Et donc, dans cet exemple-là, on va vous montrer un petit peu ce que c'est que ChatGPT, justement par l'exemple. Donc imaginez que vous êtes une collectivité à Toulouse et que vous voulez donner des informations à vos administrés ou à vos citoyens. Et donc dans ce cadre-là, on va pré-entraîner donc ce que vous voyez dans cette image à gauche. À ChatGPT, on lui dit voilà, tu vas utiliser le site de Toulouse et tu vas trouver les informations qui ne sont que sur ce site de Toulouse. Donc en gros, ChatGPT va se faire son entraînement et ses réponses que sur cette partie du web. Et un utilisateur lambda va donc poser une question. Donc là, c'est la case qui se trouve à droite et que vous voyez en haut. Et je cite, je veux aller à la piscine avec mes petits-enfants de 8 ans et de 10 ans. Et du coup, quel est le tarif d'entrée ? Donc, en fait, c'est simple. On a une interface et on pose une question en langage naturel et dans un contexte d'utilisation particulier. Donc, c'est un cas d'usage. Et l'utilisateur va avec ses petits enfants, en l'occurrence. Et donc là, la réponse, elle est tout de suite très claire. C'est on pose une question et j'ai la réponse tout de suite derrière. Et ça, c'est ce qui fait que, au niveau grand public, ça devient, avec la complexité d'une notion d'IA, devient en fait finalement très simple parce que on pose une question et on a la réponse tout de suite. C'est un peu comme un moteur de recherche, sauf que là, on n'a pas 15 réponses à la fin, on a la réponse à la question qu'on a posée. Et là, en l'occurrence, vous voyez que le prix en plein tarif, c'est 3,50 €. On va aller plus loin dans la complexité de la question. Cette fois, on dit que on veut avoir les réductions associées, et donc on spécifie donc toujours dans la case de gauche qu'on veut implémenter les tarifs avec les promos associés. Donc là, l'utilisateur, on modifie donc le prompt, et donc cette fois c'est mon grand frère de 10 ans. Alors j'y vais avec mon grand frère de 10 ans et ma petite sœur de 6 ans. Et je voudrais avoir du coup le prix, sachant que peut-être que j'ai une promo, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, il a vu que comme c'était des enfants de 8 ans et que c'est 10 ans et qu'il allait avec ses petits-enfants, ChatGPT va tout automatiquement en déduire que c'est un senior. Il va extraire cette information sous-jacente au texte. Et ça, jusqu'à maintenant, en dehors des IA génératives, c'était impossible de le faire. Dans ce deuxième échange, donc, quand je disais, il y a bien une interaction entre l'homme et la machine. Le moment
l'information est reçue à un moment donné. Là, j'ai détecté, puisque là, du coup, il s'agit d'un grand frère et de d'une autre personne qui a 6 ans, donc sa petite sœur. Et donc là, automatiquement, derrière, le système détecte que la personne est âgée entre 6 et 10 ans, et donc a droit à une promo. Donc ça paraît tout à fait évident, en l'occurrence, mais sans une IA générative et sans cette notion de compréhension, entre guillemets, je mets bien toutes les guillemets, de compréhension du langage, on peut récupérer cette information à l'issue d'un input. Donc là, je vais dire, c'est la case où j'écris mon message déstructuré. Il va trouver l'information structurée derrière et en déduire la bonne réponse associée. Et c'est ces scénarios-là qui émergent avec les IA génératifs. Et finalement, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un grand-père, il s'agit d'un adolescent, et aucun des deux n'a aucune connaissance sur la notion de développement informatique. On va continuer les exemples, cette fois un peu beaucoup plus compliqué, et je trouve que c'est un scénario un peu plus intéressant parce que finalement, on va chercher dans le web, sur différents sites, toutes les informations. Donc en input, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué que les informations sur une piscine, et je vais donc du coup récupérer les informations structurées, c'est-à-dire bonjour, donc je voudrais voyager mardi de la semaine prochaine avec ma petite fille de 8 ans pour en aller à Toulouse et puis revenir en retour en passant par Auch et par Pau le lendemain. Donc là, toujours pareil, on a une information en input qui est déstructurée et à l'intérieur, on va pouvoir récupérer ce qui correspond à l'aller, ce qui correspond au retour, les dates correspondantes à l'aller et des dates de retour, le nombre de voyageurs, les différentes étapes pour faire ces allers-retours. Donc là, évidemment, il s'agit des choses autour de la SNCF. Et donc, ChatGPT sait extraire ces informations et va pouvoir structurer l'information et derrière en déduire pour chercher le billet correspondant pour chaque endroit de tel site et générer du coup le billet et renvoyer le PDF associé. Et aussi, cela à l'utilisateur qui vient juste de poser la question. Et tout ça, c'est maintenant possible. Je continue l'exemple. Donc là, maintenant, on est sur les aspects... Pardon ? Je préfère qu'on les pose à la fin. Je vous invite à les écrire dans le chat du Zoom et je les reprendrai un par un juste à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à l'écrire. Donc je continue mon propos. Donc là maintenant on est sur les outils d'OpenOffice, donc 365. Donc chez Microsoft ça s'appelle Copilot. Donc c'est une évolution qui permet d'être intégrée dans les outils bureautiques. Donc dans ce scénario, on a pour Copilot, donc là en fait ils utilisent 3 data centers à Paris et un backup qui se trouve dans le sud de la France. Donc là en fait on est vraiment sur un cloud souverain. Et dans ce cas de figure finalement, vous utilisez Excel et dans Excel vous pouvez dire par exemple, alors sans être un expert où il faut savoir où se trouvent tous les menus, c'est Copilot qui va piloter votre Excel à votre place. Donc à l'intérieur il y a un menu qui correspond à ChatGPT. Vous allez lui poser une question, vous allez ouvrir un document et vous allez lui dire, sans pour autant, puisque vous n'êtes pas expert de Excel, cherchez dans les menus, vous allez remplir dans votre chat, voilà, vous dites, voilà, je voudrais un tableau dynamique à partir de ce document que je viens ouvrir, et automatiquement, il va créer un tableau dynamique. Ça, c'est ce que fait le copilote de Microsoft. Pour un PowerPoint, on peut aussi imaginer la même chose, et ça, aujourd'hui, c'est effectif depuis la fin du printemps de cette année. Comment faire une animation à l'identique de mon voisin? Ça apparaît hyper bien, j'aimerais qu'il y ait des images. Et ben de la même façon, vous allez poser une question, vous allez dire, voilà, je prends tel email avec tel document, et je me demande de faire une présentation à base de 4 ou 5 planches. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais un peu plus d'images. Et ben du coup, à l'issue du ChatGPT, PowerPoint va générer
la demande que vous avez fait en dialoguant avec leur interface Copilot. Ultime exemple, au niveau de Teams, imaginez que vous arrivez à la réunion de DataCraft avec 10 minutes de retard. Et donc avec Copilot, et donc le chat GPT intégré, je demande qu'est-ce qui s'est dit avant mon arrivée et 10 minutes avant. Et donc dans les menus, donc autre le follow of the meeting, vous allez pouvoir voir en fait un résumé de toute la meeting qui va durer. Donc peut-être que je vais déborder. En l'occurrence, moi j'ai prévu 1h30. Et là, du coup, en interrogeant, vous allez pouvoir voir le résumé et savoir ce qui s'est passé avant votre arrivée. Et le chat va vous dire oui, évidemment. Au début de cette partie, ça a bien été abordé, le sujet dont vous posez la question. Donc, mais ça a été tout de suite évincé parce que, par exemple, le sujet, par exemple, si vous allez poser la question, on voit pas encore l'utilité et le gain de temps au niveau de ChatGPT. Et ben en fait, ce sujet-là a été évincé et va être abordé un peu plus tard. Voilà. Et donc, ça permet en fait d'avoir à la fois un résumé de la conférence Teams ou aussi avoir juste la partie extraite qui correspond aux 10 minutes de votre retard. Et ça, c'est effectivement, c'est des scénarios bien réels qui peuvent arriver et sur lesquels vous pouvez chatter. Donc, je regarde mon timing. OK. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, si il y a une adoption massive, c'est que déjà, c'est simple. Ça permet de faire comprendre à n'importe qui ce que c'est que cette interface. Ça paraît pas si compliqué que ça. Il suffit juste de dialoguer. On utilise le langage naturel. Et quand je parle de grand public, il y a grand public, c'est que finalement, chaque collaborateur va être augmenté par cette possibilité. Et l'idée, c'est pas de remplacer le collaborateur, mais plutôt d'accompagner le collaborateur dans chacun de ses besoins. Alors, maintenant que j'ai expliqué ce que c'est GPT, je vais vous donner un deuxième exemple et cette fois au niveau du son. Et du coup, je vais démarrer cette vidéo. Alors, dites-moi si vous entendez à distance. Voilà, je te laisse. Allô, bonjour Elisabeth. Emmanuel Macron, j'espère que vous allez bien. Bonjour Monsieur le Président, je vais très bien, merci. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais discuter avec vous du choix de la couleur des prochains chars d'assaut français. Alors j'ai une idée assez spéciale qui pouvait marquer les esprits et en même temps soutenir une équipe que nous aimons tous. Je suis curieuse d'entendre votre proposition. Quelle couleur avez-vous en tête pour nos chars d'assaut? Eh bien, je pensais en design blanc et bleu aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Imaginez l'impact visuel et le soutien que cela apporterait à notre équipe nationale. Alors c'est une idée originale, je vous l'accorde, mais je suis plutôt d'avis de conserver la couleur verte pour nos chars d'assaut. Cela permet de les camoufler plus facilement et de rester discrets sur le terrain. Certes, mais imaginez l'effet de surprise lorsque nos adversaires découvriront des chars d'assaut aux couleurs de l'OM fonçons vers eux. De plus, cela pourrait booster le moral de nos troupes et de nos supporters. Alors je comprends votre enthousiasme, Monsieur le Président, mais nous devons avant tout penser à l'efficacité de nos forces armées. Et là, vous l'entendez sûrement, mais le modèle d'Elisabeth Borne a été beaucoup moins entraîné que le modèle d'Emmanuel Macron. Et aussi, les données d'Elisabeth Borne n'étaient pas très qualitatives par rapport à celles d'Emmanuel Macron. Et pour s'amuser, je sais ce que vous allez me dire, mais Anis fait chanter Emmanuel Macron. Donc, je vais le faire chanter dans deux styles différents pour complaire à tout le monde. Emmanuel Macron qui chante par exemple du Save You. Oh, je me présente Molotov, Undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mystery Over. Moi j'innove depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta touffe. Pourquoi tu l'ouvres? Toi, qu'est-ce que tu me prouves? Ou Emmanuel Macron qui chante La Bohème. Je vous parle d'un temps, tous les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en ces camps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'un me garnit, il nous servait de nid, ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. À la bohème.
Darbouen. Alors si je chante faux, c'est normal. C'est parce que c'est moi qui chante au début et je sais pas chanter. Mais du coup, vous voyez toute la puissance potentielle de ce type de modèle. Là, je le fais avec Emmanuel Macron, mais on peut l'imaginer le faire avec absolument tout le monde en fait. Et franchement, j'ai passé quelques jours à bien comprendre le modèle, bien comprendre comment tout ça se passait, les meilleurs paramètres, etc. Mais là, maintenant, je suis en capacité, en quelques heures, modulo d'avoir des données disponibles, de générer la voix d'absolument n'importe qui, de vivant ou de mort, sur la planète. Je pourrais récupérer des audios du général de Gaulle et lui faire générer en quelques heures un nouveau discours. Je pourrais récupérer la voix off française d'un doubleur français et en fait le mettre au chômage. Alors bien sûr, pas le mettre au chômage totalement, parce que une des choses les plus compliquées dans la génération de voix, ça a été en fait qu'il faut un audio en entrée et ça demande une certaine dextérité, un certain acting vocal pour pouvoir générer des audios intéressants quand même. Vous le voyez, moi je sais pas chanter et pourtant le chant d'Emmanuel Macron il est tout aussi nul que moi en fait parce que je sais pas chanter à la base. Mais si on mettait quelqu'un qui savait vraiment chanter, peut-être que ça serait mieux. Il y a encore tout un tas de choses qui sont en train de se développer en intelligence artificielle. On n'est qu'au début des modèles sonores. Vous voyez que ça va révolutionner tout un tas d'industries. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Juste pour introduire, alors je reprends le propos, juste pour vous, déjà vous avez déjà maintenant une idée de ce que c'est déjà la notion d'IA générative avec du texte et là en l'occurrence avec le principe de la voix. Donc juste pour introduire cet élément-là, sans rentrer trop dans le détail, en fait, il a pris un discours de 35 minutes, il a découpé le discours en petits morceaux, des petits audios, donc des points wave. Il a entraîné le modèle avec en 15 heures avec des GPU. Donc là, par exemple, sur Colab, ça coûte 100 € pour faire ce type de choses. Le modèle, vous le verrez quand les slides sont transmises par Xavier. Donc je les ai mis en annexe. C'est un modèle qui a été fait en 2021 sur des aspects autour de Uber. Il y a les sources, vous pourrez les générer vous-même avec un bon notebook. Voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu combien ça m'a coûté, combien de temps j'ai mis et finalement quel résultat j'ai, qui est peut-être pas formidable, mais sachez que et je répète encore, hein, ChatGPT, ça date à peine de 9 mois. Les générations de sons, c'est encore tout à fait récent. Et pourtant, on arrive déjà à voir ce genre de choses. Certes, il n'y a peut-être pas tout à fait la qualité, mais ça, aujourd'hui, un bon data scientist peut réaliser ce genre de choses. Et je trouve, moi, qu'on est déjà pas mal en termes de qualité, même si c'est pas encore parfait. Alors, je vais passer ce slide-là parce que je pense qu'on va pas avoir assez de temps. Mais si ça vous amuse de voir un petit peu le deepfake d'image et du coup de savoir ce qui est vrai, ce qu'il faut, je vous invite à faire ce petit quiz. Je passe à la suivante. Alors, tout ça, la notion de ChatGPT, cette histoire-là, où a démarré cette histoire? Comment est apparue cette notion de ChatGPT? En fait, tout a commencé avec et c'est ça que je trouve ça assez étonnant, puisqu'on parle de langage naturel, de texte. En fait, tout ça a démarré avec la notion de communication et un système de communication qui s'appelle Enigma. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les sous-marins allemands ont une suprématie sur les mers. Et là, en l'occurrence, grâce à ce système Enigma, qui est un système de communication réputé inviolable par les Allemands, ils arrivent à torpiller 2500 navires alliés. Et donc, c'est catastrophique. Et pourquoi je fais référence à ce système de communication? Parce que en fait, cela fait référence au père des ordinateurs. C'est celui qui a fait, sur lequel on dit que c'est le T0 de l'informatique. Pardon. T0 de... Ah, punaise. Je recommence. Voilà. Le T0 de l'informatique et quelque part a posé les bases de l'IA actuelle. En l'occurrence, il s'agit de Alan Turing. Et on connaît bien aujourd'hui le test du Turing. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est pour juste vous situer un petit peu le démarrage de
de toute cette aventure et de tous ces systèmes. Donc nous sommes en 1941, en l'occurrence. Ensuite apparaît la notion des réseaux récurrents. Donc ça, et qui dépend du deep learning. Ça a apparu en 1986 avec Geoffrey Hinton. Un peu plus tard, Yann Lequin, en 1990, a mis en place dans le domaine de l'image ces aspects de deep learning sur la notion de computer vision et donc de deep learning. Nous sommes donc en 1990. Et on arrive à aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le big data et ce qu'on peut connaître avec la structuration des différents modèles qui prennent un petit peu plus de qualité. Ça va toucher les leaders d'opinion, des systèmes de recommandation. On parle aussi maintenant de conduite autonome et notamment d'une voiture qui franchit la ligne d'arrivée et pourtant n'a pas de conducteur. Bref, c'est des challenges et sont pas toujours bien réussis, mais ça permet aujourd'hui la maturation, enfin jusqu'à maintenant, la maturation des algorithmes. Et patatras, on arrive en 2012 et là apparaît l'IA et l'an 1 de l'IA et de la stratégie associée à l'IA. En fait, c'est la première fois qu'une machine bat l'homme. Et là, ça paraît vraiment sérieux. En l'occurrence, c'est dans les années 90, en 1997, un grand joueur d'échecs, Kasparov, qui est réputé comme le champion du monde, il est battu par une machine qui a été développée par des humains. Alors, du coup, dans le monde, on se dit, si ça marche dans les échecs, pourquoi pas le faire dans mon activité? Et chacun peut avoir cette intuition de se dire, du coup, je vais faire la même chose dans mon propre domaine. Alors, du coup, les États-Unis lancent des énormes budgets pour développer des IA. Et ça paraît, du coup, au centre de leur politique, avec des fonds débloqués de façon considérable. Et aussi les Chinois, à ce moment-là, se disent, et notamment avec plus tard Deep Blue, ils se disent, là, il y a des choses à faire, et notamment au niveau des jeux de Go, puisque DeepMind a racheté ce système, et du coup avec AlphaGo. Et ça, du coup, pareil, côté chinois, des fonds énormes qui sont investis dans ce domaine-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a vu le texte, on a vu le son, et je vous propose de voir ce qu'on peut faire au niveau de l'image, avec un focus sur la notion du prompt, et on va essayer d'introduire ce que c'est que ce prompt. En anglais, ça veut dire une réplique. Voilà. Et pour cela, je vous propose de voir ce qui est possible de faire dans le domaine de l'art. Midjourney est similaire à d'autres plateformes qui génèrent des images à partir de textes comme OpenAI, DALL-E 2 et bien d'autres. Pour le dire très simplement, quand vous tapez, vous pouvez écrire n'importe quoi, un poisson jaune qui nage dans un jardin fleuri. Vous obtiendrez quelque chose, le logiciel essaiera de comprendre ce que c'est et il inventera cette image. C'est un moyen de développer rapidement son imagination, car ça permet de visualiser toutes les combinaisons d'idées possibles qui vous viennent à l'esprit. Je travaillais sur Midjourney depuis environ un mois. Je me suis mis à rêver. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. Je n'y avais jamais pensé ni imaginé ça auparavant.
J'ai pensé que ce serait cool d'essayer ça pour démarrer. J'ai donc écrit divers prompts en rapport avec ces termes, peut-être une douzaine de prompts différents. J'ai commencé le prompt par une description globale où j'utilise une terminologie artistique spectaculaire et sophistiquée, de nombreux adjectifs et des mots-clés pour développer ce prompt comme le ferait un réalisateur. Je vais indiquer le type de scène que je souhaite voir, ce qui a également un effet sur la composition recherchée. Enfin, je mets aussi quelques mots-clés sur le style de l'époque que l'œuvre d'art doit représenter. Donc le jour où je suis arrivé à mon prompt définitif, j'avais déjà travaillé plus de 80 heures. Et puis quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Parmi ces centaines d'images, j'ai finalement choisi mon top 3 et je les ai téléchargées sur Photoshop. Puis j'ai fait quelques passes dessus, j'ai nettoyé, redimensionné, je les ai imprimées sur des toiles et je les ai soumises à la foire d'État. Je ne partagerai jamais mon prompt. Parce que ce prompt est précieux. Et je pense que cela prouve qu'il faut de l'habileté, du temps et de la créativité. Je n'ai jamais participé à un concours d'art auparavant. Et en travaillant sur ce projet, je me suis dit, voilà vraiment une excellente opportunité de le faire. Et je savais que je voulais prouver quelque chose en utilisant des œuvres d'art créées par une intelligence artificielle. Je ne savais pas que ça allait se transformer en une telle controverse. Il y a eu beaucoup de réactions négatives. Et je pense que si j'ai reçu ces messages au vitriol, c'est parce que jusque-là, les artistes étaient dans le déni. Ils niaient l'idée que l'intelligence artificielle serait un jour capable de faire ce qu'ils font. Mais ça y est, nous vivons une époque où nous pouvons créer des œuvres récompensées en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Cette inquiétude des artistes n'est pas nouvelle. Le recours à des outils technologiques rend-il le geste artistique moins légitime? L'historien de l'art Paul Arden analyse l'œuvre de Jason Allen et le débat qu'elle a provoqué. Il s'agit d'une création produite par une intelligence artificielle. On fait travailler des machines, on les nourrit donc de données. Donc en l'occurrence ici, vraisemblablement, les données sont référencées, sans doute, du côté de la grande peinture traditionnelle, notamment la peinture européenne et française du 19e siècle. La grande référence ici, qu'est-ce que c'est? C'est Jacques-Louis David. On peut penser au sac de Napoléon, par exemple. On peut penser aussi à Gustave Moreau. Il y a un effet plastique qui rappelle notamment cette toile de Gustave Moreau qui s'appelle L'Apparition. La caractéristique de cette peinture, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord justement la dimension spectaculaire et puis surtout une très grande puissance d'imaginaire. C'est une œuvre assez troublante que celle-ci sur le plan des références, parce que finalement l'artiste, avec des moyens techniques qui normalement devraient nous éloigner à des années-lumière de ce qu'a été l'art conventionnel, eh bien il produit quelque chose au contraire d'absolument conventionnel. La question qu'on peut poser, évidemment, c'est celle de la paternité de ce genre d'œuvre. À qui, au fond, les doit-on? Est-ce qu'on les doit à des artistes qui sont des humains? Ou est-ce qu'on les doit à des nouveaux artistes qui sont des machines? Je crois que c'est une fausse question. Tout ça n'a rien de très nouveau, surtout, et on doit le faire, si on l'inscrit dans ce qu'a été l'histoire de l'art technologique, c'est-à-dire de cet art fasciné par les machines. Vous avez des artistes qui ont cherché carrément à faire peindre des toiles à des machines. Vous avez, évidemment, Jean Tinguely avec ses Métamatiques. Et vous avez toute une gamme d'artistes qui ont fait dessiner des ordinateurs, puis on fait, avec l'art fractal dans les années 80, développer à des ordinateurs donc des algorithmes spécifiques, des équations, notamment de mathématiques fractales. Donc, en l'occurrence, il n'y a rien de nouveau dans cette œuvre-là. Au moment où elle apparaît, où les gens, tout d'un coup, montent sur leurs grands chevaux, en fait, ce n'est jamais que la continuité d'une très très longue histoire, des liens féconds, en général, entre les arts plastiques d'un côté et la technologie la plus avancée de l'autre,
dont les artistes ont toujours souhaité s'emparer d'une manière ou d'une autre, à travers les récriminations qui ont été faites à cet artiste américain. Donc on lit une sorte de nostalgie du grand art, une sorte de nostalgie d'un art qui ne devrait être fait qu'avec les mains. Je suis assez surpris de constater qu'on puisse s'étonner et se poser encore ces questions de paternité. Si vous prenez par exemple un Polaroid, dès les années 1960, eh bien voilà, vous appuyez, l'œuvre sort, elle est imprimée directement par l'appareil photo. Bon, c'est sans doute l'appareil photo qui a produit l'image, mais c'est quand même vous qui l'avez cadré, c'est vous qui avez décidé de la faire à tel moment, avec tel sujet et aucun autre. Certains des jurés du Colorado ont primé le tableau sans en connaître la genèse, mais aucun d'eux n'a remis en question l'attribution du prix. Et pour cause, depuis près d'un siècle déjà, l'artiste n'est plus jugé sur sa capacité technique à fabriquer une œuvre, mais plutôt sur la pertinence de son projet artistique. L'intelligence artificielle est maintenant un outil à la portée de tous. Cette démocratisation peut faire peur. Pourtant, l'intelligence artificielle ne se nourrit que de réalisations humaines et ne travaille pour l'heure que sur instruction. En fait, si le trophée attribué à Théâtre d'Opéra Spatial suscite l'émoi, c'est qu'il nous fait craindre qu'un jour, la machine se passe de l'homme non pas pour réaliser l'œuvre, mais bien pour la penser. C'est bon. Ok, je reprends le propos. Alors jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle, mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que l'artificiel? Et donc là, du coup, j'ai fait une rapide synthèse de chaque élément. Comme je ne sais pas au niveau des interlocuteurs de cette présentation où vous en êtes, du coup, j'ai réuni en différents slides ces différentes choses. Donc en gros, on peut dire en 2023 ce que c'est que l'intelligence, c'est une capacité à atteindre une grande diversité d'objectifs dans une grande diversité d'environnements. On va dire ça, c'est quelque chose d'un petit peu fédérateur. Et ensuite, une IA, là-dedans, comment elle s'inscrit? Eh ben du coup, ce n'est pas du tout cela. Une IA est conçue sur ce qu'on appelle une intelligence étroite. Elle n'est pas générale. Parce qu'elle fonctionne que sur un objectif particulier dans un environnement particulier. Et ça, c'est une définition qui a été donnée du côté du MIA à Montréal. Et du coup, quand on dit qu'il y a une intelligence ou en tout cas un savoir-faire dans un ordinateur, en fait, c'est tout simplement un programme ou une programmation qu'on met dans un ordinateur. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et donc, l'IA a un algorithme qu'on va programmer et qui va permettre de faire, par exemple, du ChatGPT. Donc, je fais bien la distinction entre ce qui est général et donc sur plusieurs contextes à quelque chose de très particulier et du coup qui est étroit. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Vous pourrez lire les slides après coup. Du coup, je fais juste une petite remarque parce que je trouve ça super intéressant. C'est que justement, avec les GPT et ces technologies-là, c'est la première fois en fait où on commence à voir des IA qui ont un entraînement spécifique quand même pour générer du texte, qui sont capables de faire d'autres choses, ce pourquoi elles n'ont pas forcément été entraînées. Et on commence à voir, typiquement, je discutais avec un des chercheurs qui me disait que GPT avait des capacités de traduction impressionnantes, alors qu'il n'avait pas du tout été entraîné pour la traduction. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir ce paradoxe-là, de dire qu'effectivement l'IA, on est sur des trucs spécifiques, et là on commence à être des trucs un peu génériques. Et donc je te laisse... Je vais expliquer ça aussi pour tout à l'heure, mais d'un point de vue plus technique, pour essayer de comprendre pourquoi on a fait ce saut-là. Aujourd'hui, ce saut qui n'est pas forcément tout à fait compréhensible de tout le monde. En tout cas, c'est les données massives qui fait qu'on arrive aujourd'hui à pas forcément généraliser, mais à être dans plusieurs contextes. Selon le Conseil européen, l'IA est un ensemble de sciences, de théories, de techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d'un être humain. Donc on dit des capacités, ben en fait ça peut être tout simplement des vidéos que va vous recommander YouTube, ou contourner un bouchon grâce à votre meilleur GPS embarqué sur votre mobile, ou avoir un adversaire virtuel dans des jeux vidéo.
Tout ça, en fait, c'est une intelligence artificielle. Et donc, du coup, autrement dit, on peut demander à une IA de parler, d'écrire à notre place, voire même de faire des recherches pour nous. Donc, comme je disais un peu plus bas, quand je vous dis, j'ai résumé ça un peu plus bas, donc on appelle les IA fortes, les IA faibles. Donc les IA fortes, c'est les IA génératives, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et un petit peu, aujourd'hui, pour savoir où se trouve ChatGPT, en fait, c'est le petit rond que vous voyez ici en violet, qui appartient en fait à l'intelligence artificielle, dans lequel intervient une partie qui s'appelle le machine learning, qui a une sous-partie qui correspond au deep learning. Et dans ce deep learning, il y a des sous-systèmes algorithmiques qui sont les modèles larges de langage. Et dans ces modèles larges de langage, vous pouvez retrouver justement ces réseaux de neurones qui incarnent en fait ChatGPT. Et c'est un petit peu comme ça que aujourd'hui ça se construit. Je continue. Donc là, j'ai expliqué ce que c'était que le machine learning. Donc vous verrez ça en détail. Le deep learning. Et ce que évoquait Xavier, c'est ce qu'on appelle en fait l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, avec des données en masse d'apprentissage, le modèle peut finalement avoir non pas quelque chose de spécifique, mais peut avoir plusieurs choses spécifiques. Voilà, on va rentrer dans le détail un peu plus tard, notamment avec les notions de transfert. Les modèles de transfert. Alors, l'histoire de ChatGPT pur, en fait, ça commence avec plusieurs choses, et notamment de changer de paradigme. On est sur du texte, or les mathématiques ne fonctionnent qu'avec des chiffres. Et donc, il faut faire un passage d'un espace à un autre. Et donc, la première brique est posée en 54 par Harris, où il fait apparaître, en fait, des correspondances entre différence de sens et différence de distribution. Donc je vais expliquer ce que c'est qu'une distribution, puisqu'on va parler de vectorisation, donc du coup de numérisation de ce qu'on appelle le langage naturel. En 1957, on va parler de proximité de mots, enfin en tout cas de sens proche. Donc pour vous donner un exemple, si je dis « le petit chien gratte à la porte », et ben évidemment, si j'écris une autre phrase qui est le petit, 3 petits points, gratte à la porte, vous pouvez imaginer quelque chose dans le langage naturel qui est proche du chien. Et en fait, on s'aperçoit que le chat, par exemple, peut fonctionner dans cette phrase. Donc, on a bien le petit chat gratte à la porte, et ça fonctionne aussi. Et donc, si ça fonctionne à partir de cette phrase résultat, vous pouvez vous dire qu'en amont, le contexte chat et chien sont proches. Donc, en gros, le sens est proche ou similaire. Donc là, vous voyez qu'on fait des glissements un peu hâtifs, mais en fait, ça fonctionne. Et c'est ce qu'a prouvé en fait en 57 Firth. Et la vectorisation en fait apparaît avec les ingénieurs de Google, avec notamment Mikolov, où là, il va introduire un système de word2vec, donc ce que j'appelle W2V. Et avec d'autres systèmes aussi qui est basé sur la fréquence dans un texte qui correspond à plusieurs phrases, qui correspond à plusieurs mots et qui correspond du coup à plusieurs lettres. Et en fait, en faisant ça, on peut numériser à la fois du sens et des mots et des phrases, voire même numériser un texte entier sous forme de tenseur. En gros, si on prend le principe distributionnel, on peut dire que la différence de sens, donc on va dire un chat qui est proche d'un chien, on peut dire que du coup la distance de ces deux vecteurs au sens numérisation, leur différence, elle est aussi proche. Voilà ce qu'a introduit les ingénieurs de Google. Alors pour cela, en fait, on fait de la prédiction, on fait du statistique. Et pour vous donner déjà une image de ChatGPT, aujourd'hui, sur une fenêtre de 2000 mots, sur une fenêtre, de 2000 mots, il peut en déduire le prochain vecteur de prédiction du mot qui correspond à la phrase. Donc là, il y a une notion de statistique et de prédiction. On va rentrer dans le détail de ces éléments-là. Alors tout au début, en fait, au départ, on parlait de ChatGPT comme un perroquet stochastique. Et pourquoi perroquet ? Parce que en fait, on arrivait à des résultats qui étaient un peu
un peu léger et pas tout à fait fonctionnel à 100%. On n'utilisait pas le machine learning, on n'utilisait pas l'IA, on utilisait plutôt des systèmes experts, on va dire de l'IA symbolique, avec des arbres de version, en disant bah voilà, si j'ai telle règle, eh ben du coup sujet, verbe, complément. Donc après un sujet, bah, du coup je vais avoir un verbe. Du coup après je vais avoir un complément. Donc là on a une notion de régularité et on peut mettre ça sous forme de règle. Donc si j'ai tel objet, bah du coup derrière, si c'est un sujet derrière, forcément je vais avoir un verbe. Et donc on pouvait établir des règles de langage. Mais évidemment c'était assez grossier et on est arrivé avec certaines erreurs des ratages assez grossiers. Mais c'était le début du traitement de texte. Et donc évidemment des erreurs de faute d'orthographe, des erreurs de conjugaison. Voilà à quoi on a buté. On avait au niveau du TAL, donc du traitement automatique du langage. N pour naturel, puisque c'était bien le langage des humains. Ensuite, on a essayé de faire de l'apprentissage avec du machine learning, et on a utilisé le système de BOW, comme vous pouvez le voir à l'écran du Back of Word. Et donc là, en fait, on a utilisé des règles automatiques de langage avec une notion de sentiment. C'est-à-dire que voilà, telle phrase est positive, telle phrase est négative. Du coup, je peux labelliser une phrase en disant bah celle-là, elle est plutôt catégorisée comme positive en termes de sentiment et ça, c'est plutôt négatif. Et du coup, on pouvait faire de l'apprentissage de phrases en disant une analyse de sentiment avec plus ou moins de catégories et on arrivait avec des résultats de 80%. Mais parfois, on avait des erreurs tout à fait bêtes, et ce qui fait que le système de machine learning était assez discrédité parce que des fois ça fonctionnait et des fois on avait des erreurs qui étaient complètement entre guillemets débiles. Et ça a complètement discrédité ce système-là au niveau des industriels. Mais on est passé ensuite à de l'apprentissage profond. Et du coup avec des volumes plus importants et du coup avec ces notions de similarité. Puisqu'on arrivait à numériser les phrases, du coup on pouvait utiliser des espaces de vectoriels, donc une suite de chiffres qui correspond à un vecteur qui correspond à un sens. Et par le principe de distributionnel, on pouvait du coup avoir des chiffres, et qui dit des chiffres, faire des opérations, et donc du coup on pouvait calculer des phrases qui correspondaient à des vecteurs au sens mathématique. Et ça, c'est donc le principe de distance ou des aires de sens qui sont proches, et du coup des vecteurs qui sont proches au sens des espaces vectoriels. Donc c'est ce que je représente ici. On voit que par exemple, tel sujet est proche de tel autre sujet, si on le représente sous forme de vecteur. Alors, je sens que ce que je dis là est un peu abstrait. Donc on va prendre un exemple, on va prendre un cortex de 3 phrases, donc un exemple simple, donc un sac de mots de 3 phrases. La première phrase va être ce deep learning est très bon. La deuxième phrase, ce deep learning est très mauvais et trop long. Et ceci est la meilleure lecture de cette présentation. Donc on voit bien que la première phrase, elle est plutôt en termes de sentiments positifs, on peut labelliser, donc on peut dire à un humain, bah voilà, là ça sera un label 1 pour positif, et par contre la deuxième phrase elle est plutôt négative, donc on va mettre un label 2. Voilà, donc là on a une notion de hiérarchie de phrases, donc sujet, verbe, complément. On va essayer de mettre ça sous forme de tenseur, donc une suite de chiffres, et on peut labelliser ces phrases-là, et ces labels-là vont être aussi transférables au sens espace vectoriel, parce qu'on va dire que cette séquence de numérique peut avoir une labellisation 1 ou 0, en l'occurrence. Donc, pour cela, on va faire un essayage de nettoyage. Donc, on va séquencer les phrases sous forme de mots. Donc là, vous voyez un découpage possible. Et du coup, on a un tenseur de différents mots qui correspondent à différentes phrases. Et c'est bien une séquence correspondante. Donc, la première phrase a une dimension. Donc, on introduit ça, cette vectorisation dans l'espace vectoriel. On appelle ça du word embedding. Et donc ce word embedding a une dimension pour la première phrase de 5 mots, la deuxième phrase de 8 mots et la troisième phrase de 7 mots. On a donc, si on parle de découpage et de tokenisation, un dictionnaire. Donc si on prend le premier mot, on va le dire que ce sera le premier mot.
Le deuxième mot, on va l'appeler deep learning. Troisième mot, c'est le est. Le quatrième, 4. Bon, vous avez compris, donc on a un dictionnaire de 16 mots. Et à partir de ce dictionnaire, on peut construire le vecteur associé de ces trois phrases. Et du coup, le tenseur associé. Donc si on prend, et là évidemment, puisqu'on est sur un seul mot, avec un dictionnaire qui correspond à un mot pour chaque élément, on a une dimension 1. Donc on appelle ça un 1D embedding. Donc en traduction en chiffres, vous voyez, ce deep learning est très bon. Ben, je peux traduire ça en 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière phrase en 11, 3, 12, 13, 14. Vous avez compris la chose. En mathématiques, on aime bien avoir des tenseurs de même dimension, donc on va compléter ça par des zéros. Du coup, le dictionnaire, il passe de 16 à 17, puisqu'on a introduit le 0, qui correspond à un autre élément, qui en fait, ce qu'on appelle le padding, donc on a complété, pour avoir des mêmes dimensions pour chaque phrase. Donc là, en fait, on a un tenseur de 3 phrases et de 9 éléments. Donc, de chaque phrase, de 9 éléments. Donc, si je traduis ça sous forme de vectorisation, donc si j'essaie de vectoriser ça sur une forme d'une seule dimension, on a, en fait, au sens analyse de sentiments, donc le plus mauvais à gauche et le meilleur à droite. On peut dire que mauvais, on peut le classer du côté gauche, et puis meilleur du côté droite, et après on peut classer les différents mots entre. On a en fait cette vectorisation des mots sous forme de points. De points de vecteurs. Voilà. Donc, en termes de dimension, donc là, vous voyez ce que disait Xavier tout à l'heure en termes de dimensionnement de cortex, donc on va dire de dimensionnement de dictionnaire. Là, on a pris en gros, si je prends un vecteur de 30 mots, donc de 30 paramètres, donc une dimension de 30, on peut dire que du coup, si je fais le padding, on a 17. Pour un vocabulaire de 30, on a en fait 510 paramètres entraînés. Dans le langage français, en fait, on est plutôt sur 20 000 mots, en l'occurrence. Avec notamment un dictionnaire de 30, de dimension 30, de dimension 300, autant pour moi. Ce que je vous dis en une dimension, on peut l'imaginer sur plusieurs dimensions. Et du coup, encore une fois, je répète, on a structuré les choses de mots dans un espace qui représente le sens et qui permettent aussi d'avoir du calcul. Et si on peut calculer, du coup, on peut aussi faire de la prédiction. Et les synonymes, en fait, on s'aperçoit que dans cet espace vectoriel, ils sont côte à côte, puisqu'ils sont proches. Par exemple, un chat est proche d'un matou, est proche d'un chaton, et tous ces éléments, ils sont proches dans l'espace vectoriel. Et tout ça, on peut regrouper ça sous forme de phrases, et chaque phrase pourrait correspondre à un tenseur. Donc, si je mets ça en dimension 2, on peut représenter la même chose au sens à gauche négatif, à droite positif, et après, on peut dimensionner ces vecteurs sous forme de 2 en abscisse et en ordonnée. Donc, je regarde mon timing. Ok. Alors, voilà la notion de similarité. Donc, vous voyez bien la répartition au sens labellisé. On a bien labellisé au sens analyse de sentiments négatifs à gauche et analyse de sentiments positifs à droite. Et tout ça sous forme de points. On continue notre dimensionnement. Donc, on va augmenter la dimension des vecteurs. Et là, on peut passer à ce qu'on appelle des one-hot encoding. Donc, un mot correspond à un élément de l'espace, donc un 1 pour tel mot. Un autre mot, ça va être un autre mot avec des coordonnées différentes. Donc là, j'utilise un autre mot, donc you, love, things. Voilà. Donc là, dans un espace de 3 dimensions, on obtiendrait ça. On peut continuer à augmenter le dimensionnement. Donc comme je disais aussi, il y a une notion de similarité. Donc par exemple, un homme est proche du roi. On comprend cette notion de distributionnalité que j'ai expliqué tout à l'heure. Et pareil, une femme est proche de la reine. Et donc, en termes de représentation spatiale, vous pouvez avoir cette représentation sous forme de 2 en X et en Y. Vous voyez avec 1, 2, 1, 3, 5, 1, 5, 5, 3.
Et ce qui est incroyable dans cet espace-là, c'est que les sens sont proches en termes d'espace vectoriel. Donc, on peut faire, comme je disais, de l'arithmétique de mots sous forme de vecteurs. Et donc, par exemple, on peut dire, si la différence entre un roi et une reine au sens vectoriel est proche, voire même égale, entre un vecteur femme et un vecteur homme, du coup, on peut faire le calcul. Si je fais vecteur femme moins le vecteur homme, moins le vecteur roi, plus le vecteur homme, eh ben, au sens distribution, vous voyez qu'ils ont ils sont parallèles et ils ont le même sens, en sens de direction. Et ça, c'est ce qu'on aperçoit, c'est une particularité qui correspond à l'espace vectoriel et du coup, ce que nous apprend les mathématiques. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, avec cette information-là, on peut numériser et on peut avoir des représentations de mots sous forme mathématique. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la femme est proche de la reine, l'homme est proche du roi, ils sont parallèles et ils ont le même sens de direction. J'ai mis d'autres mots, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans ChatGPT, le pre-entrained? Donc qu'est-ce que c'est qu'entraîner et du coup d'avoir une vectorialisation et donc une numérisation des mots? Là, je vous donne un exemple pour aller plus vite, parce que je vois que le temps qui passe. En fait, pour numériser sous forme de poids, donc entre des 0 et des 1, voire même plus précisément entre 1 et 0, on peut dire que, par exemple, là, si je prends l'exemple d'une fenêtre 4, si j'ai cette phrase qui est, comme je vous disais tout à l'heure, dans mon corpus, et que je vais prédire le mot « bon », donc quel est le prochain mot au début, si j'entraîne en disant « ce deep learning est très bon », quel est le prochain mot que je peux avoir qui sera proche au sens distributionnel? En fait, je peux entraîner mon modèle sur l'ensemble de tous mes dictionnaires, donc imaginez 300 mots, et en déduire sous forme de vecteur le prochain mot qui sera traduit ou prédit sous forme d'arithmétique vectorielle. Donc là, en fait, au lieu d'avoir des 0 et des 1, je peux en fait en déduire 0,1, 0,9, donc ça sent que la somme est égale à 1. Et donc là, en fait, par cette distribution et ces mathématiques, je peux en déduire un vecteur. Évidemment, je peux faire le sens inverse. Si j'ai pu le prédire, je peux faire le chemin inverse et revenir à mon sens de départ, puisque je connais le mot bon. Et donc, je peux à la fois faire du codage et du décodage. Et ça permet du coup d'entraîner le modèle en disant, là, dans mon modèle, j'ai un espace latent qui est assez éloigné par rapport à ce que je m'attends à voir, parce que je connais la réponse. Et donc, je peux corriger, tuner les paramètres pour affiner, pour avoir le vecteur qui correspond à ce qui correspondrait bien, et du coup, avec ma somme qui soit toujours à 1. Donc là, en l'occurrence, ici, entre 0,1 et 0,9, j'ai bien la somme qui est bien à 1, et du coup, la somme de tous mes paramètres qui est égale à 1. Voilà ce qui est possible de faire avec le codeur et le décodeur, et du coup, prédire le prochain mot de la phrase sur l'ensemble de tout mon corpus. Là, je vous ai donné un exemple d'un espace vectoriel de 20 paramètres. Donc pareil, j'ai entraîné mon modèle, et le mot bon, il m'a donné ce chiffre-là. Donc là, en fait, vous avez quelque chose non plus à petite dimension que vous aviez là, mais à grande dimension qui est de 30 paramètres. Et du coup, mon mot bon peut se traduire sous cette forme-là, par entraînement, en codant, décodant, et en regardant sur tout l'ensemble du corpus. Donc en fait, on a un vecteur, et on a bien numérisé les choses sous forme de réel. On arrive à un autre principe qui est le mécanisme d'attention, puisque en fait, là, on est au niveau des réseaux neuronaux, et on est arrivé à prédire, mais voilà, on est au niveau de 80%, mais c'était pas encore, on cherchait à avoir des meilleures performances. Et le mécanisme d'attention, il y en a plusieurs mécanismes d'attention, il permet d'améliorer le performance du modèle. Et ce calcul de mécanisme d'attention, en fait, c'est un petit peu l'exemple que je vous ai donné sur le chat et le chat. Le chien et le chat tout à l'heure. Donc, prenons un exemple sur ce qu'on appelle
le mécanisme d'attention, de traduction. Donc là, imaginez que ici vous avez une phrase qui est la destruction de l'équipement signifie que tel pays peut produire des armes, des nouvelles armes. En fait, si on a cette phrase ici en français, on peut la traduire ici en anglais et avoir ce mécanisme d'attention qui dit que je peux porter mon attention pour tel mot, je peux fixer mon tel mot, et pour dire que là, en probabilité, il y a plus de liens avec tel mot en anglais qui se trouve ici en abscisse. Donc effectivement, vous voyez sur la partie sombre, ici équipement va bien plus sur les aspects equipment et destruction avec destruction. Voilà, donc c'est ainsi que fonctionne le mécanisme d'attention. Et là, en fait, vous avez typiquement une matrice comment on appelle ça, d'interaction qui permet de voir entre le mot qui est en input en français et le mot en sortie qui va être traduit avec cette notion de poids correspondant. Et ça, en fait, ça a permis d'affiner encore plus le modèle et d'avoir de meilleurs résultats. Et alors, en termes d'attention propre, si je prends un autre type d'attention, donc ça, je passe dessus. Ça permet en fait du coup de classer, avoir la meilleure attention, la meilleure statistique. Et donc si je fais la synthèse en fait, aujourd'hui avec ChatGPT, on a en gros 30 000 groupes de lettres avec un coût de génération qui devient finalement très important, des relations avec des mots qui peuvent du coup être coûteuses à entraîner, des mots qui sont sous forme de vecteurs, avec des notions de prédiction sous forme de deep learning, un mécanisme d'attention qui permet d'affiner ce résultat, et cette notion de transformer. Alors, ce transformer, on le voit très bien ici. En fait, on a mis des poids sur l'ensemble des mots qui sont en français, et ça se fait en fait tout ça en même temps. Donc, en fait, en façon parallèle. Quand j'expliquais tout à l'heure le Word2Vec, on disait, je vais chercher le mot suivant sur l'ensemble des éléments que j'ai entraînés en amont, avec une fenêtre que je peux glisser et je peux prédire et anticiper le prochain mot. Là, en fait, on va sur l'ensemble des mots, on fait tout en parallèle. Et on a du coup le poids de l'ensemble des mots qui sont en input. Et c'est cette parallélisation-là qui permet d'aujourd'hui d'entraîner les modèles de façon sur l'ensemble de tous les mots du corpus. Ce qui permet du coup de paralléliser. Et ça, c'est ce que fait le transformer. D'où que le T de GPT de transformer. Donc ça, c'est ce que j'expliquais avec le mécanisme d'interaction, d'attention, avec le transformer qui permet d'avoir l'ensemble des mots en input avec leur correspondance en sortie. D'où paralysé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la self-attention? Imaginez que j'ai cette phrase, quelle est la schtroumpf du cheval blanc d'Henri IV? Bah, typiquement, c'est un petit peu si je donne cet exemple-là, c'est un petit peu ce qu'on cache, par exemple, si on cache le mot schtroumpf, on peut imaginer ce qui peut être derrière. Donc là, évidemment, derrière le mot schtroumpf, c'est le mot couleur qui intervient. Et en fait, c'est le même mécanisme dans l'attention. Si je prends par exemple les phrases, l'animal n'a pas traversé la rue parce que le mot caché était trop fatigué. Et ben du coup, le mécanisme d'attention va nous dire qu'on peut s'attacher en termes d'attention sur un mot dans la phrase. Donc par exemple, l'animal n'a pas traversé la rue parce qu'il est trop fatigué. Là, on peut dire que le il fait référence à l'animal. Mais on peut redire aussi au niveau de l'attention qui pourrait faire référence à la rue. Et donc là, du coup, le sens est complètement différent. Donc là, vous voyez, dans ce mécanisme d'attention, on a quelque chose qui permet, en termes d'algorithmie et de principe, de se dire, on peut, dans le mot qui va être deviné ou qui est caché, trouver le sens correspondant au contexte de la phrase. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut affiner le modèle et avoir des meilleures performances. Alors évidemment, quand on dit qu'on paralyse les choses,
on va pas chercher le mot suivant, mais du coup, on va sur l'ensemble du cortex. Finalement, la notion de sujet, verbe, complément, où il y a une notion de hiérarchie, en fait, on a le pré-entraînement, le codage de numérisation va traiter toute cette notion de correspondance, de similarité. Et tout ça, c'est codé au niveau numérique. Et aujourd'hui, on arrive à ces performances de ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui, qui paraissent assez magiques, mais par ces systèmes d'attention, de prédiction et de statistiques de réseaux de neurones, en fait, on arrive à ces résultats-là. Donc là, vous voyez, il y a le codeur, et ensuite, je vous dis codeur, décodeur. Voilà. Et il se trouve que ChatGPT a un élément supplémentaire qui est le fine-tuning. Et en fait, là, on fait intervenir, en plus des aspects mathématiques, une correspondance de modération humaine. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Et donc, on arrive à novembre 2022. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Alors, du coup, c'est 1 million d'utilisateurs en 5 jours, alors que il a fallu 2,5 mois à Instagram pour être connu du grand public, et 5 mois pour Spotify. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de grand public, puisqu'il y a une adoption assez fulgurante. 100 millions au mois de janvier, et plusieurs milliards en mars, en espace de 2 mois. Au niveau des modèles génératifs, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, voilà, j'ai expliqué des chaînes de Markov, du deep learning que j'ai cité tout à l'heure. Il y a la notion du LSTM avec la notion de mémoire dans la phrase pour pouvoir prédire le prochain mot, et des transformers qu'on connaît aujourd'hui avec ChatGPT. Donc là, on est sur 2017. Donc en gros, ChatGPT, c'est des données massives et la notion de parallélisation avec le transformer. Alors, 2017, ChatGPT a été entraîné avec 7000 livres, la version 2 avec 8000 documents, et la version 3 qui correspond à 50 fois celle qui correspondait à ChatGPT V2. Donc c'est pour vous dire que là, on est sur quelque chose qui est titanesque, avec une inflation de paramétrage, de tuning de paramétrage, et du coup, on est sur quelque chose qui est complètement expansif. Donc en termes de paramétrage, donc comme je vous disais tout à l'heure, si on avait des vecteurs de 30 paramètres, là il faut imaginer des corpus de 20 000 mots, on obtient 2000 paramètres. Alors évidemment tout ça c'est coûteux en enregistrement, en entraînement, et donc ça a des impacts. Donc pour ChatGPT, en termes de nombre de paramètres, en fait on utilise, puisqu'on utilise du deep learning, 12 couches. Donc là au départ c'était un mot avec 768 en termes de dimension de vecteurs. On est passé à 96 couches avec 12 000 paramètres de vecteurs, avec des prédictions sur des machines de mémoire vive à 400 gigas. Donc on parle aujourd'hui de NVIDIA, qui d'ailleurs aujourd'hui explose en termes de profitabilité, ce qui correspond à des mémoires de 80 gigaoctets. En gros, on est sur des 20 millions d'euros pour ce type de machine. Et aujourd'hui, on est sur du 400 gigas de stockage avec 5 cartes graphiques, soit des GPU soit des 20 000 GPU. On est en gros, si je fais à la louche, à 4,6 millions d'euros en termes de coût. Donc on est vraiment dans la notion de mémorisation pour capter effectivement cette notion de sens dans le texte. Et c'est gigantesque. Alors je parlais de modération humaine. En fait, pour éviter, on va dire pour lisser les problématiques de sortie d'output du ChatGPT sur des informations un peu politiquement incorrectes,
OpenAI, qui a lancé ChatGPT, a décidé de lisser le résultat en faisant appel en fait à des modérations humaines. Donc notamment en faisant générer sur certains sujets 80 000 exemples. Et on a demandé à des Kenyans de annoter ces 80 000 retours d'output et du coup de dire bah ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc c'est tout à l'heure comme j'expliquais de la supervision, donc c'est une analyse de sentiment en disant ça c'est plutôt raciste, ça c'est plutôt des choses à gommer, voilà. Et donc à partir de là, il y a un nouveau modèle qui a été généré qu'on appelle un reward model basé sur ces annotations de Kenyans. Donc évidemment, c'est un petit peu de l'exploitation humaine, hein, puisque là on est sur des personnes à bas revenus. Mais on obtient un score, et ce score-là, on va le réinjecter dans l'input de ChatGPT pour avoir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et donc évidemment, ça biaise le résultat, mais ça permet aussi d'éviter des réponses qui seraient un peu malvenues et qui permet de gommer des résultats qui seraient un peu sujettes à controverse. Donc c'est ce que j'explique ici. Donc beaucoup d'humains, des améliorations de réponses et d'éviter du coup des sujets un peu critiques. Alors après, on peut toujours dire que ces annotations, ils sont d'un point de vue OpenAI très centrés sur les États-Unis. Et ce point de vue d'annotation, on pourrait peut-être ne pas avoir les mêmes en Europe. Évidemment, donc le sujet reste ouvert. Et en tout cas, c'est pour ça que certains parlent d'avoir des clouds souverains au sens européen, avec un ChatGPT qui sera purement européen. Donc aujourd'hui, en termes de paramètres, on arrive à la version 4, c'est du gigantisme. On est sur 1 billion de paramètres en termes vectoriels. Et ce qu'apporte la version 4, c'est qu'en plus du texte, maintenant on peut numériser, vectorialiser les images. Donc c'est la version 4. Alors, on arrive maintenant à un sujet, puisque j'ai parlé du texte, de l'image et du son. Donc évidemment, tout ça, en fait, peut intervenir sous forme d'image, sous forme de chat, sous forme de modélisation. Et on peut annoter des images. Des textes peuvent générer aussi des images. Et donc, quelque part, on est sur des sujets qui sont plus uniques en termes de contexte. C'est pas que du texte. C'est pas que de l'image, mais c'est du texte et de l'image, voire même du texte, de l'image et du son. Donc, j'introduis aujourd'hui, et donc à ce niveau-là, de la multimodalité. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, sachez que ça existe. Et du coup, en termes d'entraînement de modèles, on a toujours le même système d'encodage et de décodage. On peut numériser la même chose avec énormément de paramètres. Donc là, le vecteur devient une matrice. Et on peut encoder le texte en parallèle de l'image, et du coup, on a des tenseurs qui peuvent regrouper ces informations à la fois de texte et d'image. Et on a la même chose avec le son. Donc ici, vous voyez comment on fusionne les choses en termes d'entraînement. Et du coup, derrière, on a ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. Une fois qu'on a entraîné sur plusieurs corpus d'images, plusieurs corpus de texte, au final, après, on peut dire, on est dans tel contexte-là, et du coup, en termes de sortie, tu vas faire un transfer learning que sur un sujet donné. Voilà. Et c'est ce qui fait que, du coup, grâce à données massives, on peut, à partir d'un input générique, obtenir un résultat qui soit spécifique à ce qu'on a demandé au départ. Et pourtant, on est sur des contextes complètement différents. Le texte, c'est pas de l'image, et l'image, c'est pas du texte. Dans cet exemple-là, et évidemment, le son non plus n'est pas du texte et de l'image. Alors, on va rentrer pour avoir concrètement, parce que là, je vous parlais de théorie, de texte, de vecteur. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on arrive à faire grâce à ChatGPT en termes d'image, de son et de texte? Alors, je vous donne un exemple.
Exactement, avec Sacha, on a fait ça en plusieurs étapes. D'abord, l'écriture d'un flash d'actualité. Donc, on est passé par le robot conversationnel ChatGPT, avec comme consigne de lui faire rédiger un texte d'1 minute qui explique que la Russie préparait une attaque au drone sur la Pologne, ce qui est donc totalement faux. Le texte s'est généré en quelques secondes. Il fallait ensuite le faire réciter par un avatar, une fausse journaliste qu'on a trouvée sur le site HeyGen. On a choisi l'avatar de Monica, donc ça prend la forme d'un flash info classique, d'une chaîne d'information en continu. On peut mettre le fond qu'on veut et surtout on fait dire ce qu'on veut à Monica. Ce flash info, il fallait aussi l'illustrer avec des images et donc des images que Sacha a créées par intelligence artificielle aussi sur Midjourney, l'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Là encore, en quelques secondes, on peut avoir par exemple Emmanuel Macron qui serre la main de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ça met quelques secondes et tout ça, mis bout à bout, ça donne un flash d'information complet, créé de toutes pièces, qui raconte que la Russie attaque la Pologne. Voilà, alors du coup, je me suis dit, je vais aller voir si leur travail, là, ça fonctionne. Et donc, je suis allé tester leur petite vidéo complètement farfelue. Et je l'ai testé dans la rue. Est-ce que les gens y croient? Bonjour, je suis journaliste à France Info. Alors, je vous montre la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Les services secrets polonais auraient fourni des images aux renseignements français. Elles montreraient que la Russie préparerait une attaque avec des drones de type S-70 contre la Pologne, pays membre de l'OTAN. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas rassurant tout ça. Moi je pense que ça va pas s'arrêter là. Si c'est vrai, c'est une catastrophe. Après c'est possible. C'est possible de nos jours. C'est l'Ukraine, la Pologne, après, à qui le tour? C'est-à-dire qu'en fait, là, vous sentez qu'il y a une escalade venir de la guerre? Bien sûr. À votre avis, elle vient d'où cette vidéo, si je remonte la vidéo depuis le début? De l'Ukraine, d'une chaîne ukrainienne, non? Vous pensez que ça devient une chaîne de télé ukrainienne? C'est possible. C'est en français, hein? C'est russe. Ouais, c'est peut-être russe. Ah, une manipulation russe? Ouais, peut-être. Il y a certainement des gens qui ont des informations, mais on n'a pas de source là. Ça donne pas de source, c'est vrai. Alors, si vous voulez, par exemple, ces vieux documents au début, c'est quoi? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans cette vidéo ou pas du tout? Oh, alors je peux pas vous dire parce qu'il y a tellement de fake news. Ah bah justement. Ah bah voilà. C'est du faux, ouais, c'est du fake tout ça. C'est du fake tout ça. Moi la vidéo elle me semble bizarre un peu, non? C'est une intelligence artificielle qui parle. Cette information est très préoccupante car elle soulève la possibilité d'une escalade majeure dans la région. Non mais là vous tombez sur la bonne personne. Moi je suis passionné par tout ce qui est intelligence artificielle. Donc là je peux vous dire que c'est Synthesia.io. Donc c'est un avatar, c'est un faux avatar d'intelligence artificielle. Comment vous avez... Sur Internet, on peut trouver ce genre de site d'actualité. En apparence, rien d'anormal, simplement des publications sur l'économie, le sport ou les technologies. Mais ils ont bien une particularité. Ils ont été générés avec l'aide d'une intelligence artificielle. La société NewsGuard, qui étudie la désinformation, a identifié en avril dernier pas moins de 49 sites de ce type dans 7 langues différentes. Ils produisent pour certains plusieurs centaines d'articles par jour, avec pour but de générer des clics, car l'essentiel de leurs revenus semble reposer sur la publicité, et tout ça donc sans journaliste. Alors comment repérer que ces textes sont produits par intelligence artificielle? Ces articles ne sont souvent que des résumés de médias classiques, comme ici, avec un article de CNN reformulé par l'IA. Pour NewsGuard, ces articles sont clairement générés artificiellement, mais la plupart de ces sites prétendent pourtant avoir une rédaction de journalistes. Notre équipe d'auteurs et de rédacteurs dévoués s'engage à vous fournir les informations les plus récentes et les plus précises disponibles. Problème aussi, cette intelligence artificielle laisse passer de fausses informations. Sur ce site spécialisé dans les nécrologies par exemple, on peut lire la biographie de Willie Bell, ancien footballeur écossais. L'IA présente le joueur comme nord-irlandais et se trompe sur les dates où il jouait pour l'équipe de Leeds. Des intox glissés au milieu de vraies infos et ces sites sont aujourd'hui très faciles à créer. Si on le fait soi-même, ça peut prendre quelques heures, mais c'est tout, pas plus. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est la qualité à laquelle ça arrive. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment quelque chose sans retouche. Et la facilité effectivement d'usage avec des outils qui sont disponibles pour tous et très très simple d'intégration. Il faut donc se préparer à une multiplication de ce type de pages sur le web qui se font passer pour des sites traditionnels d'information alors qu'ils ne disposent en réalité d'aucun journaliste.
Mais là, je pense que c'est important de comprendre une chose, c'est que c'est un site, une fois qu'on l'a créé, si j'ai bien compris, il s'alimente tout seul. Il n'y a plus rien à faire et le site s'alimente. C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, le journaliste ou la personne qu'on voit dans ce sujet, il a essayé de faire ce genre de site sur la cuisine et ça a marché. Exactement. Harry Coutts, il est consultant en innovation et il travaille depuis un moment sur les intelligences artificielles. Et il a tenté une expérience, demandé au robot conversationnel qui est ChatGPT de créer des sites pour lui. Ça aboutit à 2 sites. Le premier sur l'actualité des nouvelles technologies et l'autre donc sur des recettes de cuisine. Et le résultat, il est assez bluffant. Les 2 sites fonctionnent sans intervention humaine, créent du contenu en permanence, et ça tout seul. Donc si on prend l'exemple du site de cuisine, il y a des recettes originales qui sont publiées chaque jour par des chefs cuisiniers qui n'existent pas, avec des photos d'illustrations qui n'existent pas non plus. Et ici, par exemple, on a un mini clafoutis au mirabelle aux fraises, et là, on a un filet mignon aux asperges et aux morilles. Alors, est-ce que ces recettes fonctionnent? Harry Coutts a essayé. Et alors il en a testé quelques-unes. Le temps de cuisson n'est pas parfait. Mais en tout cas, en apparence, ça fonctionne, quoi. Ouais, tu m'avais dit qu'il nous faisait une terrine en 30 minutes. Ouais, ça fonctionne pas bien. Pour les gens qui connaissent la terrine, ça marchait pas trop. Ouais, non, pour l'instant, je suis pas prêt à faire confiance, moi, du tout. En apparence, le résultat est là. Ouais, en apparence, c'est joli. Mais On arrive vers la fin de cette présentation, juste pour vous dire que du coup, ChatGPT s'appuie sur des sorties en fonction des humains qui ont un petit peu arrondi les angles. Par contre, comme le soulignait cet exemple, parfois il y a des erreurs parce qu'en fait, il n'y a pas de base de connaissances, c'est juste de la prédiction du prochain mot ou en tout cas la pondération du mot le plus probable. Et donc, on peut aboutir à certaines informations qui peuvent pas être tout à fait véraces. Donc, en l'occurrence, c'est impossible de retracer comment le mot a été statistiquement prédit. Les sources ne sont pas indiquées aujourd'hui par le système d'OpenAI, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il a entraîné son dictionnaire, il a pris quel mot. Dans tel site ou de tel... Alors, est-ce que évidemment, ça doit être probablement autour de Wikipédia, le corpus, mais pas que. Donc, c'est des données qui sont forcément dans un contexte donné, sur des sujets donnés. Ensuite, on peut donc, du coup, se poser la question sur la véracité, son rapport avec la véracité du résultat. Même si le résultat est bluffant, parfois, on a des retours qui sont pas vraiment qui sont assez bizarres, quoi. Pour compléter compenser ce genre de choses, OpenAI travaille sur justement cette notion de base de connaissances. Donc aujourd'hui, ils ont mis un autre système qui s'appelle WebGPT avec des données qui soient plus référencées et voilà. Donc pour l'instant, ça reste à l'état de recherche. L'idée, c'est de dire, s'il y a de la nécrologie, si telle personne est morte, on peut retrouver l'information à tel endroit du site et du coup avoir une base de connaissances sur des éléments chiffrés et des faits avérés. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette notion d'hallucination que fait ChatGPT, je vous ai mis un lien en dessous où vous pouvez voir plein d'exemples de ce que peut produire ChatGPT et qui fait que pour l'instant, c'est pas encore le système miracle, même si on obtient des résultats tout à fait performants. J'avance. Donc là, j'ai référencé un petit peu toutes les limites de ChatGPT en termes de véracité, puisque tout ça reste de la combinatoire et de la probabilité. 48. Et évidemment, en termes de stabilité, tout ça, ça reste à challenger parce que voilà, vous mettez dans votre input de départ une phrase et vous changez une lettre et vous obtenez un résultat mais complètement différent. Du coup, on n'a pas le bon résultat correspondant associé ou en tout cas un autre résultat. Et ça, c'est ce que j'appelle un problème de stabilité. Évidemment, si on a tel résultat, comment on peut retrouver le fonctionnement et remonter toutes les étapes? Pareil, impossible de tracer les choses. C'est la complexité du deep learning et introduite par les nombres de couches. En fait, c'est le modèle qui s'entraîne lui-même, qui trouve la pondération de chaque vecteur
et qui prédit les choses, mais sans qu'on puisse savoir par quel moyen il est passé, par quelle étape il est passé. Et ensuite, il y a le problème d'explicabilité, évidemment, c'est pourquoi on a tel résultat du coup. Voilà, donc manque de transparence, et on dirait, donc là on n'est plus dans le domaine véracité, mais pour entraîner aussi, c'est très coûteux, et donc les dimensions sont titanesques. Quelques éléments quantitatifs en termes de rapport à la vérité. Voilà, sur la fréquence d'apparition des éléments de ChatGPT, le risque d'hallucination. Évidemment, si vous prenez un texte qui apparaît peu dans le web, et du coup, il y a peu d'éléments associés, si on parle toujours des aspects distributionnels, associé à cette information-là en termes de mots et du coup en termes de vecteurs. Et donc en termes de calcul, le ChatGPT va essayer de trouver le mot le plus statistiquement acceptable, et donc il va créer une vraisemblance, mais qui n'a rien à voir avec la vérité. Si vous parlez par exemple de votre propre métier, il est peu probable que votre nom et votre métier et votre numéro de téléphone soient très représentatifs, très généralisés dans le web. Et donc, du coup, il va peut-être vous introduire des choses correspondant à votre prénom qui va imaginer, est complètement imaginaire. Voilà. Donc, quand je parlais de stabilité, c'est impossible de prédire si la réponse va être bonne ou mauvaise. C'est statistiquement la plus probable, mais rien ne dit que c'est tout à fait vrai. Donc, encore une fois, le résultat est bluffant, mais parfois, il peut y avoir ce type d'hallucination. Et aujourd'hui, on ne peut pas corriger ce genre de choses. Si je prends l'exemple des voitures autonomes, c'est le même fonctionnement qu'utilisaient les voitures autonomes en termes de deep learning. Il se trouve que pour le deep learning, on a réussi à reproduire pourquoi tel vélo a été percuté par une voiture autonome qui n'avait pas de conducteur. On a pu remonter le processus pour essayer de comprendre pourquoi l'algorithme n'avait pas pu détecter le vélo. Et du coup, donc là, c'était l'exemple d'accident de Uber. On l'a pu la savoir après coup. Mais au niveau de ChatGPT, aujourd'hui, on est incapable de tracer les choses, du coup, de remonter jusqu'à l'explicabilité de la chose. 61. On arrive au bout. Ouais. Alors, je vais donner quelques exemples aujourd'hui, du coup, vis-à-vis de toutes ces problématiques-là. Qu'en pensent nos dirigeants? Si tu peux couper. Donald Trump arrêté, emprisonné. Emmanuel Macron au milieu d'une manifestation. Ces images ne sont pas de vraies photos, mais des créations d'une intelligence artificielle. Comme le pape en doudoune, ou ce manifestant blessé, certains les prennent pour des représentations de la réalité, comme en témoignent ces messages extraits des réseaux sociaux. Voilà ce que fait la police aux vieux. Son portrait fait le tour du monde. Partagé pour montrer ce que Macron fait à notre démocratie. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent tous les mensonges, comme ces vidéos appelées deepfake, visage et voix reconstitués pour Joe Biden. Même chose ici, pour ce faux Elon Musk, il dit être drogué. Honnêtement, je suis complètement défoncé. Je vais concevoir 30 putains de voitures spatiales et aller sur Mars. L'explosion de l'intelligence artificielle, l'IA, inquiète. Près de 1000 chercheurs et entrepreneurs signent une tribune pour mettre sur pause les IA. Nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d'IA. Parmi les signataires, des ingénieurs de Microsoft, Apple ou encore le fantasque Elon Musk, le vrai cette fois. Je pense qu'il faut réguler franchement l'IA, parce que je pense que c'est un plus grand risque pour la société que les voitures ou les avions ou les médicaments. Voici l'une des intelligences artificielles les plus en pointe, ChatGPT.
sorte de super moteur de recherche dont l'objectif est d'avoir réponse à tout. La technologie n'est pas encore totalement au point, mais même pour son créateur, attention à l'effet Frankenstein. Je pense que les gens devraient se réjouir que cela nous inquiète. Une chose qui m'inquiète particulièrement, c'est que ces modèles pourraient être utilisés dans de la désinformation à grande échelle. Je crains aussi que ces systèmes s'améliorent dans l'écriture de code informatique et puissent être utilisés pour lancer des cyberattaques. Nous essayons de parler de ça, je pense que la société a besoin de temps pour s'adapter. Les conséquences économiques sont déjà là. L'IA remplace des juristes, des artistes, des photographes. Et pourquoi pas des politiques. J'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023. Et j'ai eu un discours assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Là où il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 ou 4 heures pour faire ce discours. Donc ça pose beaucoup de difficultés éthiques, beaucoup de difficultés sur la manière dont on va réfléchir sur le monde, dont on va imposer une pensée. Donc je pense qu'il faut encadrer. Alors comment réagir face à cette nouvelle révolution? L'Italie a pour le moment interdit ChatGPT et l'Europe va bientôt voter un texte pour réglementer les IA. Pour Thierry Breton, l'Union européenne serait donc prête, pas les États-Unis. On est surpris de rien, on a tout anticipé. Quand vous regardez la loi, il y a 4 niveaux de protection, ce qui est interdit, ce qui est à haut risque, ce qui est à moyen risque et ce qui est autorisé. Regardez cette loi, ce que je demande moi depuis des années aux autorités américaines, de faire la même chose. Comme il faut 3 ans en gros pour faire une législation comme ça, j'espère que les Américains vont le faire. Mais est-ce que la loi peut vraiment tout prévoir, y compris les faits divers les plus surprenants? Il y a quelques jours, un Belge s'est suicidé. Il conversait avec une intelligence artificielle depuis plusieurs semaines. L'application l'aurait incité à se donner la main. Oui. On peut manger un tout avec nous et puis on peut discuter. Voilà. Ce que je veux juste dire, c'est donc un sujet assez vaste, comme vous avez pu le voir, difficile à comprimer si on va aborder tous les sujets. Donc moi, ce que je vous invite, c'est ceux qui sont partis un peu plus tôt, de regarder les slides qui ont suivi, où là, j'aborde les aspects juridiques et sur aussi comment appréhender, parce qu'en fait, c'est un assistant, hein. Il ne va pas donner forcément la meilleure réponse, mais il va forcément nous faire gagner du temps. Et dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de positif, même s'il y a des choses encore à perfectionner. Et du coup, l'étape suivante, en tout cas, c'est annoncé pour la fin de l'année. On a parlé du texte, de l'image et du son. La prochaine étape, ce sera des vidéos et des films. Donc, à partir d'un élément textuel, on va pouvoir générer des films. Et du coup, je dirais aussi, autre aspect, c'est que le modèle va moins en moins se tromper. On va trouver un moyen d'affiner les algorithmes et pour qu'ils se trompent, et on va noter de mieux en mieux pour que les idées fausses ou ce que j'ai appelé les hallucinations soient de moins en moins fréquentes. On va aussi, pour que ça soit moins coûteux en termes d'électricité, parce que comme je vous disais, hein, ChatGPT, il a été entraîné sur 6 mois. Imaginez une demi-année sur le corpus du web. À l'époque, c'était avant aujourd'hui, donc c'est jusqu'à 2012, je crois qu'il a été entraîné. Ben, imaginez que là, si on le branche sur le web, ça va forcément générer beaucoup d'énergie, d'électricité, de temps d'entraînement. Et donc là, il y a des choses au niveau algorithmique à améliorer, une meilleure mémorisation, adapter aussi le corpus. Et tout ça pour vous dire que finalement, on peut aller vers des choses de plus en plus optimales et du coup avoir un assistant qui sera de plus en plus omniprésent pour générer du code informatique, parce que c'est aussi un langage naturel, ou pour nous aider au jour le jour, comme je vous disais, pour des réunions ou pour faire de la bureautique. Et je terminerai là-dessus. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Envoyer les slides. Oui, on va les mettre à disposition.